Bonjour et bienvenue à Libre Ensemble. Qu'était, qu'est et que sera la fête de la jeunesse laïque? On signe cette année la 51e édition. Ce rite de passage qui invite les plus jeunes à passer de l'école primaire à l'école secondaire, ce rite reste-t-il le même, même si notre société évolue, change? Rentrons dans les coulisses de cet événement collectif en compagnie de nos invités qui vont nous expliquer comment ça fonctionne de l'intérieur et quels sont les principes fondamentaux de la morale laïque que l'on va ici perpétrer et illustrer. Alors, Fabrice Van Remenaan, bonjour, vous êtes directeur de Bruxelles Laïque. Et Fabrice Murgia, vous êtes comédien, acteur et metteur en scène de cette nouvelle édition des fêtes de la jeunesse laïque. Alors comment s'amorce cette nouvelle édition? Parce que je sais qu'il y a eu pas mal d'évolutions et de changements. On a un peu réactualisé la formule. Moi, par exemple, à titre personnel, j'ai un souvenir très lointain. Qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui que cette fête et comment s'articule-t-elle? Il y a, je pense, un binôme très important qui est celui du professeur de morale et de l'élève. Mais après, ça s'articule autour de beaucoup d'autres intervenants. Oui, donc justement pour aller dans ce sens de s'adapter ou coller peut-être plus au XXIe siècle, qui était quand même un des enjeux, tout en étant garant de l'histoire, du parcours. On a voulu vraiment se centrer autour du lien entre professeurs de morale, le mouvement laïque dans son ensemble et les enfants. Et donc c'était vraiment un système de mise sur pied qui consiste à amplifier la participation des enfants autour de moments réflexifs et de moments de création artistique qui sera utilisé par la suite et dont la référence sera présente pendant l'événement du mois de mai. Et on espère pendant très longtemps, parce que les ateliers créatifs auxquels les jeunes participent, ce sont des ateliers de réflexion auxquels ils vont vraiment pouvoir développer, si je puis dire, certains outils de réflexion pour être des citoyens plus émancipés, avec un esprit critique plus aiguisé. Et on espère que ces ateliers vont donner lieu et vont faire naître un très beau spectacle, mais surtout que la réflexion va continuer, n'est-ce pas, Fabrice Murgia? Oui, alors il est important de préciser qu'on n'est pas dans... Comment dire, c'est pas une fête de fin d'année dans une école où il ne s'agit pas de compiler des résultats de workshop ou d'ateliers d'enfants, mais plutôt de produire du contenu qu'après l'équipe artistique que je pilote va remanier. Parce que bon, la fête de la jeunesse laïque, ça ne s'adresse pas aux enfants, ça s'adresse en partie aux enfants, ça s'adresse aussi en partie aux parents. Et puis il y a ce rite de passage, ce moment qu'on vit ensemble, qui est une chose archaïque, qui fait appel à une dimension presque mythologique, j'ai envie de dire. Il se passe ça depuis des millénaires. Et comment est-ce qu'aujourd'hui, ça ressemble à notre époque, la façon dont ça se passe? Et pour ça, poser des questions du point de vue de l'enfant et nous, du point de vue de l'adulte, et les faire se matcher au centre de ce dispositif, c'est assez passionnant pour nous. Mais les enfants créent du contenu, au-delà de créer des numéros. D'ailleurs, vous parlez de mythologie, mais vous allez célébrer un mythe et vous allez travailler autour de la notion du pouvoir. C'est peut-être bien d'en parler juste un moment et de nous dire quelle est la thématique choisie pour la fête. Je parle de l'anneau de... Oui, l'anneau de Gigès, le mythe de Gigès. Donc ça, j'invite tout le monde à aller lire peut-être Oui. de quoi il s'agit, parce qu'on n'a pas peut-être le temps de s'étendre là-dessus ici, mais en tout cas, il y a la dimension du pouvoir, effectivement. Qu'est-ce que je peux faire du pouvoir? Les questions que ça suscite. Est-ce que j'ai le droit d'utiliser mon pouvoir quand un autre ne l'a pas? Est-ce que j'ai le droit d'enfreindre la loi? Pour quelles raisons? Et donc ça pose un tas de questions par rapport au sentiment d'injustice et à la manière de regarder le monde également. D'accord. C'est pas n'importe quel questionnement, c'est peut-être le cadeau le plus dangereux du monde que celui du pouvoir. Donc j'imagine que vous ne l'avez pas choisi au hasard. Comment s'organise ce compagnonnage, ce travail? Donc vous êtes la structure accueillante, la structure qui met tous les moyens à disposition pour que cette grande aventure, c'est quand même un très grand spectacle collectif. On va retrouver 1200 élèves sur scène, pas tous en même temps. Ça va se passer à Forêt Nationale. C'est colossal quand même comme organisation. Comment vous articulez votre travail? J'imagine qu'il n'y a pas de contrôle sur la thématique, mais qu'il y a un travail commun. C'est essentiellement, ça suit une logique de co-construction.
qui inclut aussi les enfants, qui inclut les professeurs de morale, qui inclut un comité plus large. Et c'est vraiment une connexion et des allers-retours, des suggestions, des essais-erreurs aussi dans l'imagination qu'on déploie, qui anime un peu notre manière de travailler. C'est vrai on se rappelle souvent le sens et de garder le cap du sens pour l'enfant, de la signification de ce rituel de passage. Donc c'est un cap qu'on s'impose et qu'on se rappelle, mais de manière tout à fait légère, et je pense qu'il y a une appropriation assez commune des enjeux entre nous aussi. Oui, nous, on vient souvent auprès de Bruxelles Laïque pour demander, voilà, regardez ce qu'on a, est-ce qu'on tire là-dessus, et alors eux sont les garants des valeurs de la laïcité en quelque sorte. Après moi-même et plusieurs des animateurs d'ateliers, parce qu'il y a un bon staff quand même qui est là pour aller plusieurs fois par jour dans des écoles, dans plusieurs écoles différentes. On a aussi fait nos fêtes de la jeunesse laïque, moi je l'ai faite, voilà. Oui, moi aussi, c'est un peu lointain, mais c'est pas grave. J'en ai quand même un vif souvenir. D'ailleurs, quand vous disiez tout à l'heure que c'était la fête, pas seulement des jeunes, et j'ai un peu de mal avec le mot enfant, parce qu'ils sont vraiment en plein passage, là, c'est des jeunes, non? Mais que c'était aussi surtout la fête des parents. Je pense que le rite est vécu par le jeune, mais qu'il est donné à voir à la famille, aux amis, à tous ceux qui sont là dans la salle. Et c'est ça aussi qui donne beaucoup d'importance à ce rite, parce qu'on est regardé. Je pense aussi qu'il y a implicitement, et ça devrait peut-être être plus explicite, il y a cette invitation qu'un rituel, tout ne se passe pas au moment précis de la cérémonie, pour parler comme ça, mais que c'est un travail de préparation et d'accompagnement par la suite sur ce qui s'est passé, sur le sens, sur les pistes ouvertes, et comment, en tant qu'adulte, je peux accompagner mon enfant dans cette réflexion qui, à certains moments ou certains éléments, tout n'est pas compréhensible non plus. Oui, sur le moment rituel à proprement parler. D'accord. Vous voulez rajouter quelque chose là-dessus? Oui, aussi dire qu'il ne s'agit pas pour nous... Enfin, on le considère dans ces ateliers qui nous mènent à la fête de la jeunesse laïque, qui dans son titre explique bien ce que ça doit être, une fête aussi. Il s'agit peut-être d'un aboutissement pour les enfants d'arriver là, mais aussi d'un nouveau départ. Donc il y a la question d'arriver à un endroit où on commence quelque chose, voilà. Puis c'est tout ce flux du passage, voilà. Qui est très important, effectivement. Alors, moi, ce qui m'interpelle très fort dans le projet, c'est est-ce qu'on va vraiment donner la parole? Il y a un travail d'écriture au départ. J'imagine que dans ces ateliers, avec le professeur de morale, là, il y a une sorte de bouillon de culture, il y a quelque chose qui germe, qui prend naissance. Vous récoltez, d'une certaine façon, tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est échangé. Mais est-ce que la parole du jeune est restituée sur la scène? Oui, tout à fait. Et alors, après, on est dans une écriture contemporaine aussi, donc on n'est pas que dans... On n'est pas que dans du texte, par exemple, ou un atelier texte, on est aussi tout à fait dans des reprojections en live de moments qui se sont passés en classe, par exemple. Exactement. Mais en tout cas, je vous propose maintenant, vous et nous tous bien sûr, de regarder un reportage qu'a réalisé quelqu'un de votre équipe, puisque c'est le vidéaste de Bruxelles Laïque, Olivier Conrardi, qui a réalisé un très très beau reportage, et on va rentrer un peu plus dans le détail de ce qui s'est dit. Merci beaucoup en tout cas, et je vous propose maintenant, je vous invite à regarder ce reportage. Ok. Je ne veux pas être grand, jamais adolescent. On a des enfants qui savent très bien ce qui est en train de se passer, quoi. Après, ils n'ont pas forcément envie de grandir maintenant, ou ils ne sont pas conscients de tout, mais ils savent. Et ils savent surtout la place des adultes là-dedans. Lorsque l'enfant était enfant, il ne savait pas qu'il était enfant. Pour lui, tout avait une âme, et toutes ces âmes n'en faisaient qu'une. Lorsque l'enfant était enfant, il n'avait d'opinion sur rien. Il n'avait pas d'habitude. On est dans une idée de partage de valeurs importantes qui ont du sens et de la fonction pour les enfants eux-mêmes, dans leur capacité d'analyse, dans leur capacité d'appréhender le monde. On parle tant aux enfants qu'aux parents. De dire, attention, votre enfant a une capacité de choix que peut-être vous ignorez et qui peut être très intéressante d'exploiter ensemble. Le cocon que vos parents ont tissé pour vous a protégé, vous a permis de grandir, d'apprendre,
d'observer et de comprendre le monde autour de vous. On ne parle pas du passage de l'enfance à l'âge adulte. On parle au fait de passer d'être d'enfant à être conscient qu'on va devoir un jour prendre en main le monde, quoi, et se le partager et vivre ensemble dedans. Et le tulle, et on va vous découvrir en même temps. Il y a toute la boîte qui s'ouvre, donc on verra tout. C'est-à-dire qu'il n'y a plus moyen de se cacher. Je pense qu'il faut les aider à marquer le coup, en fait, et un rite de passage à l'adolescence, ça peut aider l'enfant à se structurer, à avancer, à avoir confiance, pousser le jeune vers l'avant, vers l'avenir, vers son futur, et à un moment donné, on marque le coup. La question est de savoir c'est quoi un rite de passage par rapport à d'autres rites, comme les rites d'initiation et d'autres. Le rite de passage, en fait, c'est un rite important qui donne sens à la vie, à toutes les étapes de la vie. C'est-à-dire qu'à un certain moment, depuis la naissance jusqu'à la mort, on essaie de mettre en valeur le statut d'une personne et essayer de la libérer, la séparer de ce statut pour lui donner un nouveau statut. Tu deviens quelque chose, tu deviens ta propre voix, tu deviens ta propre parole, tu donnes ton avis, tu as ton libre arbitre, comme on essaie de parler avec eux aussi de ça. Et donc cette combinaison, elle neutralise quelque chose de la personnalité, elle crée cette idée on peut tout à fait être un peu neutralisé comme ça, et qu'on est une espèce de masse informe, de mouton, de ce qu'on veut, et qu'à un moment donné, pour grandir entre guillemets, ou en tout cas dans l'objectif de devenir un homme ou une femme qui s'inscrivent dans le monde et qui sont citoyens et qui sont juste même des êtres humains, quoi. Va falloir qu'on affirme un peu les couleurs qu'on a, quoi, et qui on est. N'importe qui peut changer le monde s'il veut. Je veux pas me cacher. Je veux agir. J'ai le droit de changer. Je veux penser, désobéir. Je veux pouvoir choisir d'être qui je veux. J'ai le droit d'exprimer ce que je pense. On a le droit d'être aimé malgré nos différences. J'ai le pouvoir de m'exprimer. J'ai ma place dans ce monde. Je veux être libre. Je veux pouvoir choisir d'être qui je veux. Je veux être libre d'être moi-même. Deuxième prise, à l'hectare. Je veux pouvoir choisir d'être qui je veux. Alice, première. Parler, c'est partager ses idées. Jeter non à l'exclusion. Ok, merci. Quand on a 12 ans, et quand on commence à voir tous ces changements-là qui nous envahissent, donc on a besoin d'être préparé. Tu pars en Afrique, tu pars dans d'autres sociétés, ils ont d'autres formes à préparer l'enfant. Mais ici, par rapport à cette société occidentale, moi je dis que avec tous ces discours-là que les enfants ont entendus, avec tous ces préparatifs au préalable avant l'activité, pour marquer un coup chez l'enfant, ce passage de rituel, pour lui dire tiens, maintenant c'est à toi de choisir. Entre le mois de janvier et mai, les animateurs de Bruxelles Laïque et d'autres professionnels extérieurs ont créé des ateliers au sein des écoles qui permettaient aux élèves d'accéder à des outils d'expression et librement choisis, tant en théâtre qu'en court-métrage, qu'en photographie et en texte. Et c'est là qu'il commence à avoir le dialogue. Oui, et là, en fait, on parle de la cuisine, et on avoue l'homosexualité, et ça se termine sur ça. La mère sera polluée. La mère sera polluée. La caméra, c'est comme le public du théâtre. On lui tourne pas le dos. Même si vous vous parlez entre vous, vous dialoguez ici, votre corps s'adresse à la caméra. C'est l'histoire d'un garçon, Jake, qui, à cause de le fait de la centrale nucléaire, et il a vu que les mers étaient beaucoup polluées, donc il a commencé à ramasser des déchets. Donc voilà, je vais vous parler du petit film qu'on va faire. Ça va parler du mariage et de l'homosexualité, et donc il y aura des dialogues et tout ça. Nous sommes dans un supermarché et une cliente vient se plaindre à la directrice du Cora qu'elle a trouvé de la viande de cheval dans ses lasagnes. Nous sommes en Inde, c'est un dialogue entre sa fille et une mère, et la mère veut forcer sa fille à se marier. On va vous présenter un dialogue sur l'esclavage en Chine. Alors ça commence avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Bonsoir, le spectacle qui va suivre est un spectacle qui se passe dans une prison avec deux personnages.
Le premier personnage est une personne qui n'a rien fait, qui est quand même en prison. Et le deuxième personnage est une personne qui a fait du trafic d'armes et qui est quand même qui est en prison. On s'installe tous, s'il vous plaît. Entrée du public, on est tous couchés. Je peux avoir la précision entrée du public? Magnifique. On se lève, on regarde le public et on tend le doigt au public. Magnifique, grandiose. L'idée de les uniformiser, c'était les confronter à une forme de danger. Il y a un gros risque à créer cette image, mais quelque part, il y a deux aspects. On vit dans une société uniformisante et c'est le plus grand des dangers. On nous fait croire qu'on a le choix et ça c'est la thématique de ce rituel. Choisir d'être libre de choisir. Dans l'idée de recevoir l'anneau, il y a d'abord le fait de le choisir et puis ensuite il y a l'idée d'hériter d'une forme de pouvoir. Le mythe de Gigès, on a fait des ateliers dans les écoles. Je pense qu'ils l'ont bien compris parce qu'ils ont travaillé dessus. Et Gigès, quand il comprend qu'il a un pouvoir que les autres n'ont pas, se pose la question pour lui, qu'est-ce que je vais faire de ce pouvoir? Les enfants adorent les légendes, ils adorent les histoires, et donc je crois que parler de grands principes comme le livre examen, c'est sans doute un peu trop difficile, ce n'est pas encore à leur portée, mais ils y viendront. Et je pense que ce qu'il faut, c'est faire passer les messages et qu'ils comprennent ce qu'il en est. Mais ce qu'il faut surtout aussi, à mon sens, c'est apprendre à ces enfants à réfléchir par eux-mêmes. L'histoire de l'anneau de Gigès, elle tient en quelques mots. Gigès, c'est quoi? C'est un berger. Il se passe un cataclysme, il y a une cavité qui s'ouvre, et bien, poussé par la curiosité, il entre dans cette cavité, qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve un sarcophage, et à l'intérieur du sarcophage, un cadavre, le squelette. Et au doigt de ce squelette, un anneau. Il prend conscience que cet anneau rend invisible. Et donc, petit à petit, il se dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec cet anneau? Et on voit qu'il utilise l'anneau à des fins privées. Tout enchanté de son aventure, il s'empare impunément de ce qui lui plaît, entre dans les maisons, agit avec les uns et les autres à sa guise, profite du pouvoir d'un dieu, tout en conservant sa condition humaine. Un jour, il s'introduit auprès de la reine qui est fort belle. Elle la séduit. Puis finalement, avec la complicité de la reine, il tue le roi et s'empare du pouvoir. Socrate nous raconte cette histoire et il nous pose la question: est-ce que quelqu'un aurait pu rester juste à la place de Gigès? Est-ce qu'il existe quelqu'un au cœur assez solide pour résister à ses désirs de possession? Quelqu'un capable d'entendre son propre jugement? Quelqu'un de puissant, capable de continuer à vivre avec et comme les autres? Il nous donne, grâce à un anneau, la possibilité d'avoir un pouvoir absolu. Et là, effectivement, ça montre tous les systèmes du pouvoir invisible. Le système du pouvoir invisible pour l'Église comme pouvoir invisible, d'autant plus qu'elle a tout un monde invisible, hein, des dieux, les anges, les saints, ainsi de suite. Et les cultures archaïques, c'est la même chose. Vous avez les dieux, les démons maléfiques, les âmes des morts. Donc il y a tout un monde de l'invisible. Le pouvoir de l'invisible est fabuleux. Aujourd'hui aussi, parce qu'au point de vue de nos systèmes technico-économiques, l'invisible fonctionne. Nous sommes en train de créer un monde où n'importe qui, n'importe où, peut exprimer ses croyances, aussi singulières qu'elles soient, sans peur d'être réduit au silence ou à la conformité. C'est un texte qui a 20 ans déjà, et qui est à la base quand même du mouvement activiste, et qui dit que, il est très beau parce qu'il dit que ce monde, quoi qu'il arrive, il est une utopie. Le fait que chacun puisse un jour avoir une bibliothèque dans sa poche, c'est une utopie.
mais c'est quelque chose de tout à fait réalisable. Tout le monde est un peu paumé, hein, ça, tout, moi comme toi, évidemment. Mais bon, on se met à plusieurs, on arrive à naviguer. Tu sais, on dit souvent naviguer sur le web, tu sais, naviguer sur Internet. Mais c'est une bonne idée, on navigue. Mais alors, quand on navigue, eh bien, il faut trouver un bateau. Et quand on trouve un bateau, il faut trouver un équipage. Et quand on trouve un équipage, on trouve dans l'équipage un spécialiste de la voile, un spécialiste des cordages, un spécialiste de la coque, etc. On devient copain avec les gens qui naviguent en même temps que toi. Voilà. C'est comme ça qu'on a moins peur. On ira éternellement comme un épave, on ira gireter dans les souks à la main, on ira nager dans de l'île, les fleuves du Sénégal, et on verra brûler, bomber sous un feu de Bengale, on ira gratter les ciels, en dessous de Platon, on ira sentir Rio au cœur de Janeiro, on lèvera nos yeux sur le plafond de la chapelle Sixtine, et on lèvera nos verres dans le café Piscina. Ah, quelle est belle notre chance, au milieu de l'air d'être humain, mélangé de l'indifférence à la croisée des destins. Ce type de fête, ce type d'approche de la jeunesse, c'est les sensibiliser à cela, c'est-à-dire posez-vous des questions, tentez d'y répondre, cherchez. Et c'est là que se joue l'identité de l'être humain. On peut imaginer qu'un être qui peut se rendre invisible pourrait aussi, moralement, aider autrui. Donc c'est ramener à sa juste dimension la question du pouvoir, c'est-à-dire comment est-ce que je vais l'infléchir dans un sens qui est profitable à moi-même et à l'autre, et quels sont les conflits potentiels entre ces deux lignes d'intérêt qui ne sont pas nécessairement les mêmes. Alors, essayez de voir que vous faites avec votre main, parce que moi je ne vous vois pas très bien. Donc, soit je vous le prête, soit on ne le fait pas. Mais vous levez le poing, et puis vous abaissez le poing. Très bien, faites-moi ce mouvement synchro. 1, 2, 3, voilà, et puis on s'interdit. Très bien, ça doit être très clair, d'accord les amis? C'est-à-dire que c'est de la folie. Je ne fais pas ça. Arriver le jour avant Forêt Nationale et faire un spectacle. Surtout avec la responsabilité que c'est pour des enfants. Mais ici, il y avait une telle réflexion, un comité de réflexion, une expérience de 50 ans de fête de la jeunesse laïque, que moi de suite, je n'ai pas eu envie de balayer. Il s'agissait de remettre à jour les enjeux de ça et la forme, mais jamais de balayer. Les valeurs restent les mêmes, c'est le monde qui a changé et elles doivent s'adapter au monde. Mais les racines de la laïcité sont nombreuses et diverses, mais on peut à titre d'exemple commencer par Locke. Locke qui vraiment a été un initiateur. Il avait fait le constat de ce que les religions qui étaient censées unir, en fait, divisaient. Et donc, plutôt que de recourir à la religion comme un facteur d'unité sociale, il a inventé le concept, ou en tout cas il a défendu le concept de tolérance. Et la tolérance avait à l'époque un sens différent de celui qu'on lui prête aujourd'hui. La tolérance était une créance du citoyen contre l'État, à savoir qu'on exigeait du prince qu'il accepte que le citoyen soit d'une autre religion que lui. Ce concept de tolérance était un énorme pas en avant. Il a été repris par les encyclopédistes, par les Lumières, qui ont ajouté l'idée de l'autonomie de la volonté, l'autonomie de la personne, le partage des savoirs, donc au fond, en sorte une prise en compte de l'individu, de la personne par rapport au pouvoir. Dans le miroir, suis-je le même que dans les yeux de ma mère? Dans ma tête, suis-je le même que dans les yeux de la terre? Dans le miroir, suis-je le même que dans les yeux de ma mère? Dans ma tête, suis-je le même que dans les yeux de la terre? Que dans les yeux de la terre. Voilà, aujourd'hui, votre notion de qu'est-ce qui est bien ou mal est construite par l'éducation que vous avez reçue de vos parents, par les expériences que vous avez vécues jusqu'ici, par ce qu'on vous dit à l'école, par les lois, évidemment, à un autre niveau. Et vous allez vous retrouver, en grandissant, de plus en plus libre, quelque part, dans ses choix. Qui dit qu'on ne peut pas faire ça, en fait? Qui le dit? Oui, pour toi. Est-ce que c'est pas bien? Qui dit que c'est pas bien?
Donc ça, ce sont les risques, ok? Risques de prison, etc. Mais pourquoi c'est pas bien? Qui le dit? Étant donné que le mythe a pour rôle premier de questionner et de faire poser des questions sans donner des réponses, les premières réflexions qui venaient, c'était ah ben non, c'est pas bien, ah non, c'est mal, ah non, on peut pas faire ça. Et donc la question que nous, on amenait après et qui suivait, c'était mais comment vous le savez? Par cette prise de conscience, par l'idée selon laquelle, à partir du moment où on ne recourt pas à une transcendance, c'est-à-dire à une tradition, c'est-à-dire à quelque chose qui est extérieur à l'homme, on l'invite précisément à s'interroger, on l'invite à utiliser cet outil qui est la raison, on l'invite à prendre conscience de ce que le bien et le mal, c'est une affaire de responsabilité qui dépasse l'intérêt singulier et qui tend au bien commun. C'est un travail déjà qui est un travail d'intellectuel que de prendre conscience de ce que la réflexion peut servir à autre chose qu'à son intérêt propre. Je ne veux pas